de temps avec avant d'y aller, avant de passer Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, bonsoir. Pour cette dernière séance, avant d'affronter les vacances. Pour certains, ça va être une épreuve, pour certains, ça va être certainement, ça va les soulager. Donc, on va avoir cette séance avec 19 rapports. Donc, on va essayer de mener cette séance dans des temps convenables pour ne pas finir trop tard, n'est-ce pas? Et je vais laisser au préalable Stéphanie faire l'appel. Stéphanie, oui, voilà, merci. Michel Vallat. Présent. Isabelle Masbeuf. Présent. Hervé Rouvier. Présent. Véronique Chaise. Présent. Roger Rinck. Présent. Dominique Roche. Présent. Nicolas Fichet. Villiers. Présent. Victoria Briel. Présent. Michel Gamondès. Présent. Mathilde Grobert. Présent. Christian Marnas. Présent. Lisiane Génovèse. Présent. Alain Moss. Présent. Célestine Monotte. Fabrice Colomban. Présent. Christine Bénéfice. Présent. Hugues Borne. Présent. Daniela Iova, procuration à Michel Gamondès. Alain Saubriard. Présent. Nathalie Pruvot, procuration à Christine Bénéfice. Paul Jancel. Présent. Stéphanie Luteil présente. Frédéric Mirabel-Chambaud. Présent. Soulila Boudali Kedim. Présent. Philippe Albert, procuration à Soulila Boudali Kedim. Marie-Cécile Rollin. Présent. Alain Brimaud, procuration à Marie-Cécile Rollin. Jeanne Voiry. Présent. Et Maxime Bouquet, procuration à Jeanne Voiry. Donc, Très bien, merci Stéphanie. Donc 5 personnes absentes. Pardon. Hervé, tu peux nous présenter le rapport numéro 1 pour ne pas tarder davantage. Alors, rapport numéro 1, il s'agit de l'examen des conditions d'exécution du service public 2020 suite à la délégation de service public pour la gestion et exploitation de la chambre funéraire de Privas. Bon, vous savez, on l'a évoqué plusieurs fois, il y avait comme délégataire OGF, où il y avait eu on avait confié la gestion de la chambre funéraire en 2011 pour une durée de 10 ans, et donc l'OGF est chargé chaque année de nous communiquer un compte-rendu de l'année écoulée. Donc je vous propose, peut-être pas pour rentrer dans les détails qui sont repris dans la première page, l'essentiel donc dans la page 2. Donc dans ce cadre, la société OGF a fait parvenir à la collectivité le rapport d'activité 2020 de la chambre funéraire de Privas, dont les éléments essentiels sont résumés ci-après. En ce qui concerne le compte-rendu financier, le chiffre d'affaires a baissé de près de 40% par rapport à 2019, 24 922 en 2020 contre 41 294 en 2019. Cette baisse s'explique par la diminution du nombre d'admissions, 87 admissions en 2020 contre 117 admissions en 2019, essentiellement due à l'ouverture d'une nouvelle chambre funéraire à l'ISAS en 2020. Les charges d'exploitation en redevances comprises sont de 41 324 et en hausse par rapport à celle de 2019, plus 9%. Ainsi, compte tenu de ces deux éléments, le résultat d'exploitation est négatif et s'élève à moins 16 402 € pour l'année 2020. De plus, étant donné les investissements entrepris depuis 2013, il est à noter que le résultat n'a été positif que sur l'année 2019. En ce qui concerne le compte rendu technique, une personne à temps partiel est désormais affectée aux missions quotidiennes de la chambre funéraire de Privas depuis mars 2019. Le caisson d'extraction, VMC et les groupes moteurs des cellules réfrigérées ont été remplacés pour un montant de 10 989 en 2020. Et un registre des appréciations est mis à la disposition des familles et du public dans le hall d'accueil de la chambre funéraire. Celle relevée pour l'année 2020 montre la satisfaction des familles pour l'accueil à la chambre funéraire. Alors, à titre complémentaire, j'indique que le prochain marché est prévu pour une durée de 3 ans. Nous avons une première réunion le 8 juillet pour étudier
les demandes qui ont été faites. En fait, il n'y a que la société OGF qui a souscrit à cette nouvelle au marché, et nous revoyons le 20 pour valider ou pas ce qui a été envisagé et proposé par rapport au marché par la société OGF. Voilà. Très bien, merci Hervé. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes de précision? Madame Voiry. Oui, bonsoir. J'avais deux questions. Voilà. Il y a un problème avec ce téléphone. Alors, oui, donc j'avais deux questions. Donc d'une part sur la redevance, à combien elle s'élève? Parce que ce n'est pas mentionné dans la délibération. Et d'autre part sur le fait que la société est déficitaire sur l'activité chambre funéraire. Est-ce que vous avez discuté de ça avec le délégataire? Est-ce qu'il compte augmenter les tarifs ou pas? Non, concernant les tarifs, nous avons fait une proposition dans le cadre du marché et qui consistait à avoir un fixe, si je me souviens bien, de 3 600 €, plus un pourcentage du chiffre d'affaires, mais avec une somme forfaitaire de 7 200 € qui est prévue et qui est bien supérieure à ce qui était versé précédemment, mais on avait considéré que dans la mesure où les investissements qui ont été faits il y a quelques années sont amortis, il était normal de demander une somme supérieure à celle qui était convenue précédemment. Voilà pour ce qui est de la partie financière. Après, je m'excuse, la première question c'était sur... La deuxième question, on l'a pas. C'est le téléphone. Alors. La deuxième question, c'était sur le fait que la société avait un résultat net négatif cette année. Est-ce qu'il compte augmenter les tarifs, étant donné qu'il y a de la concurrence avec l'installation d'une nouvelle chambre funéraire à Alissas? Comment la société compte être viable économiquement dans les années à venir? Je crois que c'est difficile de répondre à leur place, parce que c'est quand même eux qui ont la main sur la gestion des tarifs. Je crois que ce qu'on peut dire, nous, c'est qu'on a souhaité, dans le cadre de ce nouveau marché, de prévoir qu'au-delà des 3 ans, la société OGF reprenne la main sur cet équipement, c'est-à-dire de ne pas le garder en régie, enfin en DSP, au-delà de ces 3 années. Mais on ne pouvait pas, au terme de ce marché de 10 années, leur dire à la limite on aurait pu faire un an, c'est pas raisonnable. Je pense qu'il faut leur laisser le temps de se retourner, de s'organiser. On avait pensé 2 ans et finalement ils nous ont souhaité qu'on leur accorde 3 ans, sachant que s'ils trouvent une solution, soit de reconstruire une chambre funéraire ailleurs, soit de trouver une solution d'achat d'un bâtiment qui pourrait rénover, enfin libre à eux de choisir la solution. Nous, on ne peut qu'éventuellement leur faciliter la tâche parce que, d'une certaine manière, on souhaiterait que peut-être la chambre funéraire reste à Privas. Et donc, on fait en sorte que, dans le délai des 3 ans, ils puissent se retrouver une solution. Et à eux, après, libres de gérer comme ils l'entendent. Très bien. Celui-là. Alors, ça a été aussi une volonté de la commission à laquelle j'ai participé jeudi dernier. Il faut faire attention parce qu'il ne faudrait pas non plus que Privas se retrouve sans chambre funéraire, d'où l'intérêt de cette discussion, puisque aujourd'hui, sur le marché public, seul OGF a répondu. Donc, nous, on a été en tout cas en commission très vigilants sur le fait de dire attention, il ne faudrait pas non plus qu'on se retrouve sans chambre funéraire avec seulement celle d'Alissas, qui apporte un plus effectivement sur notre bassin de vie, mais il est de notre devoir en tant qu'élu de maintenir celle de Privas. Voilà, c'était juste pour compléter les propos d'Hervé Rivier. Et pour compléter, donc, nous avons reçu aujourd'hui une correspondance de la société qui confirmait qu'elle respectait le montant de la redevance qui avait été fixé dans l'appel d'offres. Donc tout va bien. Donc vous serez convoqué la semaine prochaine comme c'était prévu. Si, il faut quand même on est obligé. On est obligé de se voir pour le valider. C'est pas de règle. Donc le débat est clos. Y a-t-il des votes opposés? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc ce rapport est adopté. Oui, mais bon, c'est important aussi que chacun puisse participer. D'accord. Ensuite, on va laisser la parole maintenant à Roger Rain qui va nous parler de l'abattoir, une fois encore.
un angle différent, puisqu'il s'agit d'une question qu'on a déjà abordée à la CAPCA le 6 juillet dernier. C'est la rénovation de la toiture, une partie de la toiture seulement, qui est un peu déficiente, puisqu'elle fuit et que c'est très gênant d'abattre sous les fuites d'eau. C'est ça. Donc, si vous voulez, l'abattoir commence à être vieux et nécessite des rénovations d'urgence, et notamment par rapport à des fuites d'eau qu'on a constatées récemment, puisqu'il s'avère que ces fuites d'eau tombaient sur la chaîne d'abattage des ovins, et du coup, les vétérinaires nous ont interdit de continuer l'activité dans ce sens-là. Donc, on a demandé l'aide à la communauté d'agglo qui a bien voulu partager moitié-moitié la rénovation de la toiture pour quelques temps, puisque vous savez que la CAPCA a prévu de faire éventuellement un nouvel abattoir d'ici une paire d'années. Donc pour l'instant, ils nous aident à financer cette rénovation de toiture à 50%. Donc il y en a pour 23 868,31 €. La CAPCA prenait 50%, c'est-à-dire 11 934,15 €. Et nous, on paierait un peu plus cher, puisqu'on paierait 50%, mais 11 934, 16. Vous voyez la différence. Donc voilà, ensuite, je viens de vous dire que la communauté d'agglo a établi une étude en ce moment d'opportunité de faisabilité pour un nouvel abattoir. Donc voilà, j'ai précisé que le mécanisme de fonds de concours constitue une exception au principe de spécialité d'exclusivité des compétences de l'EPCI. Les fonds de concours interviennent ainsi dans des domaines qui ne révèlent pas d'une compétence spécifique de la communauté d'agglomération, telle que figurera dans ses statuts. D'autre part, cette opération non programmée nécessite l'ajustement budgétaire exposé ci-dessous. Donc, en dépenses d'investissement, le compte 2131 plus 11 934, en recette d'investissement, compte 1315, groupement collectivité, 11 934. Donc, compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de valider la convention de fonds de concours, voilà, au titre des travaux de rénovation de la toiture de l'abattoir selon le budget prévisionnel ci-dessous, que je vous ai déjà dit. Voilà, donc d'autoriser le maire à signer la dite convention. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là, pas pour longtemps. Merci. Oui, madame. Je profite de cette délibération pour demander où en est le projet, effectivement, une solution intercommunale. On voit que cet abattoir est plus qu'en fin de course. À la fois, il grève les finances de la commune et puis par ailleurs, ce que vous décrivez montre que le fonctionnement ne doit pas être sain ni pour les hommes qui y travaillent, ni pour les animaux qui y rentrent. Donc c'est quelque chose d'inquiétant. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut entrevoir une solution rapide pour desservir les besoins sur Prima? Oui, alors donc, j'ai oublié de vous préciser, effectivement, pendant le moment, donc pour l'instant, on a fait la commande pour la toiture éventuelle, mais il y a des problèmes de délai, etc. Bon, pour l'instant, l'abattage des ovins est différé sur Prima, parce que ça concernait vraiment que la chaîne des ovins. Mais donc du coup, l'abattage des ovins se fait la plupart du temps sur Aubenas. Donc là, c'est la première question. Et puis l'autre, c'est quoi? Quelle solution à terme? Parce que on envisage avec la communauté d'agglo de faire effectivement un nouvel abattoir qui se trouverait sur le territoire de la communauté d'agglomération. On ne sait pas trop encore le lieu, mais bon, il y a une étude qui est en cours et qui permet de dire que comment dirais-je, il y aura un abattoir à proximité quand même, qui nous permettra de fonctionner d'une manière beaucoup plus moderne et plus sécurisée pour tout le monde, et pour les gens qui y travaillent, et évidemment pour la protection animale, chose que je tiens beaucoup. Voilà. Donc voilà, si ça répond à votre question, voilà. On a eu un débat à ce sujet à la CAPCA au dernier conseil communautaire. C'est vrai qu'on a échangé largement sur ce sujet-là le 6 juillet dernier, effectivement. Je voudrais juste rajouter une chose, comme je suis délégué à l'abattoir avec le projet, au niveau de
facile pour les ouvriers. On a été voir d'autres abattoirs, on a déjà fait beaucoup de choses, je pense qu'on a bien évolué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'endroit est obsolète, quoi. Donc, il est nécessaire de trouver quelque chose rapidement. Et ça fait déjà 3-4 ans qu'on est sur l'affaire. Donc, les choses avancent, je pense, pas trop mal en ce moment. Voilà, merci. Oui, Madame Barry. Alors, j'étais présente au conseil communautaire et j'ai bien aimé ce que vous aviez dit, Monsieur Valla, sur tout ce qui est protection, enfin développement des circuits courts via l'élevage local. Je voudrais juste un peu avoir un point de vue un peu plus global sur le développement de l'alimentation locale et des circuits courts, en insistant sur le fait qu'il faut vraiment avoir une vision filière de la production à la consommation. Donc sur la production, bien entendu, je vais me répéter, mais l'outil de travail des agriculteurs, c'est bien le foncier agricole. Et donc c'est un outil de travail indispensable si on veut préserver des agriculteurs sur le bassin privat qui pourront du coup utiliser ce nouvel équipement intercommunal. Ensuite, il y a un questionnement qui me vient. On va avoir donc un local communal qui va être vide dans 2-3 ans. Quand le nouvel abattoir va être construit, ça serait bien peut-être d'anticiper d'ores et déjà qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Est-ce que vous avez déjà évoqué ce sujet? Est-ce que vous avez déjà des idées? Voilà, c'est un endroit qui est idéalement situé en plein centre-ville avec des places de parking à proximité. Bien sûr, ça ne fait pas rêver de s'installer dans un abattoir, mais il y a plein d'exemples de communes qui ont fait plein d'activités culturelles, sociales dans des anciens abattoirs. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une friche sur lequel on peut installer des projets et il y a plein de financements en ce moment pour rénover des friches industrielles, notamment via le plan France Relance. Donc je voulais savoir où ça en était, est-ce que vous avez déjà des idées? Dans tous les cas, on prend les idées si vous en avez, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai que ça va être effectivement une friche. Alors on a quand même 2-3 ans pour quand même réfléchir ensemble et essayer de trouver une solution pour que ce soit le mieux possible. Il n'y a qu'un truc qui est, alors pour l'histoire de la proximité, pour les éleveurs, pour les agriculteurs et tout, nous, pourquoi on s'est battu pendant 7 ans? Pour ça justement, avec Monsieur le maire, avec Christian, avec tout le conseil municipal, on s'est tout le temps battu pour pouvoir conserver un maximum de proximité. Et ça, malgré le fait qu'il nous coûte cher, l'abattoir, c'est une petite réussite pour nous de l'avoir conservé malgré tout, si vous voulez. Votre question, c'est quoi après? Monsieur Roth, vous n'écoutez pas beaucoup. Je prends des notes. Ouais. Alors là aussi, je rejoins le maire, ce qu'il avait dit à la communauté d'Aglo, c'est qu'on a quand même pour nous, à cet abattoir ancien, les meilleurs frigos de la région. Au niveau de la maturation de la viande, il n'y a pas meilleur. Vous pouvez en parler à tous les bouchers qui ont connu cet endroit-là. Il n'y a aucun abattoir dans la région qui est à la hauteur des frigos qu'il y a ici, et c'est le seul regret qu'on aura lorsqu'on partira. Voilà. C'est tout. Peut-être rajouter que ce qui serait terriblement préjudiciable à Privas, à son bassin et à ses producteurs, c'est qu'il y ait une interruption entre l'abattoir actuel et le nouveau. Parce que si là, on interrompt 1 an, ou 2 ans, ou même 6 mois, on risque d'avoir une déperdition importante de production après, qui partirait évidemment peut-être sur d'autres abattoirs, notamment sur Saint-Jean, sur Aubenas ou sur d'autres secteurs, même pourquoi pas sur Romans, puisque je vous rappelle qu'il n'y a plus d'abattoir à Valence, il n'y a plus d'abattoir à Montélimar. Les premiers abattoirs de la Drôme après, il faut aller à Die ou à Romans. Donc vous voyez le vide qu'il y a actuellement, et donc les producteurs doivent aussi avoir des destinations pour abattre leurs animaux qui ne soient pas trop éloignés. Il faut savoir qu'ici, il y a des gens du plateau, il y a des gens de Gluiras, des Lérieux, de Saint-Pierreville et évidemment du Poiron qui viennent abattre. Donc pour eux, c'est idéal, c'est une proximité qui les arrange. Mais c'est vrai qu'un abattoir plus conforme, plus important, permettrait de récupérer aussi la partie eau-périeux, Saint-Agraire, peut-être, et tout ce secteur-là, puisqu'il y a eu déjà des contacts qui ont été établis entre le directeur de l'abattoir et des transformateurs, enfin des bouchers essentiellement de cette partie-là, du côté de Vernoux aussi. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de les accueillir du fait de notre manque de capacité, évidemment.
Donc voilà, l'essentiel, c'est qu'il y ait un lien entre les deux abattoirs, l'ancien et le nouveau. Voilà, donc sur ce rapport, il n'y a pas d'opposition. Oui, délibération. La première délibération, c'est la sollicitation du fonds concours. Ah oui. Et la deuxième délibération, c'est la décision modificative pour donner son de l'État. D'accord. Ok. Donc sur le premier point, pas d'opposition, pas d'abstention. Le deuxième point, pas d'abstention, pas d'opposition, pas d'abstention. C'est parfait. Merci beaucoup. Donc le rapport suivant est présenté par Hervé Rouillet. C'est des demandes de garantie classiques d'emprunt qui est donc par le bailleur social ADIS. Oui, donc ADIS a sollicité une garantie de la commune à hauteur de 30% pour la réalisation des emprunts contractés auprès de la Caisse des dépôts et de consignation. C'est destiné au financement de l'opération de construction de 15 logements archivales à Champ-Ouest, chemin de Tolède. De son côté, le département de l'Ardèche apportera sa garantie en hauteur de 70%. Vous avez la liste des 5 prêts concernés. Les conventions figurent également dans le rapport. Bien évidemment, je ne vais pas les commenter. Donc, concernant cette garantie de la commune, elle porterait sur 30% de ses prêts, soit sur 314 566 €, 119 145, 107 189 10, 43 013 40 et 67 500 €. Elle serait accordée pour la durée totale du prêt et pour l'ensemble des sommes contractuellement dues par ADIS SAHLM dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par médecin de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engagerait à se substituer à ADIS SAHLM pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. En outre, la commune s'engagerait pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. S'agissant d'une opération de construction de logements réalisée par un organisme d'habitation à loyer modéré, les dispositions de l'article 2252.1 du Code général des collectivités territoriales relatives à la quantité garantie et au plafonnement ne sont pas applicables dans ce cas. Il est donc proposé de donner une suite favorable à la demande d'ADIS. Bon, vous avez tous les éléments des prêts avec la Banque du territoire notamment. C'est assez classique puisqu'on le fait couramment, y compris pour d'autres bailleurs sociaux, notamment Ardèche Habitat. Voilà. S'il n'y a pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention, donc ce rapport est adopté. Nous passons au rapport numéro 4 que nous présente Liliane Genovese, qui concerne les subventions aux associations. Donc c'est un dossier classique entre les biens. Je voulais en profiter pour remercier les membres de la commission qui ont travaillé d'arrache-pied à plusieurs reprises et qui n'ont pas manqué l'occasion de rentrer dans les détails. Et compte tenu des circonstances avec la crise sanitaire, eh bien, il fallait regarder à la loupe. Évidemment, c'est ce que vous avez fait. Merci à tous les élus qui ont participé à plusieurs reprises. Avant que Mme Genovese présente le rapport numéro 4 concernant les subventions aux associations dans le domaine sportif, culturel et autres pour l'année 2021, je tiens à remercier tous les élus de la commission qui travaillent dans un esprit constructif de façon harmonieuse dans un souci de transparence pour le bien de tous. Mais nous ne devons pas oublier diverses associations, au nombre de 8, qui n'ont pas souhaité de subvention pour cette année du fait qu'elles avaient une réserve et avaient très peu dépensé ces 7 derniers mois dans ce contexte de pandémie et d'arrêt d'activité. C'est faire honneur aux contribuables et aux deniers publics. Je les en remercie. Et vous savez, je tiens à dire aussi que la vie associative est un grand monument à Privas et qui ne s'effrite pas. Je passe la parole à Lisiane. Alors, Lisiane. Dans le cadre du budget primitif 2021, des crédits ont été réservés à l'article 6574 pour permettre le versement de subventions aux associations sportives, culturelles et autres sur les bases conditionnelles suivantes. Association sportive, 83 700 €. Association culturelle, 13 500 €. Autre association, 31 500 €. Les propositions retracées dans les tableaux ci-après annexés ont fait l'objet d'un examen par la Commission culture, sport et vie associative qui s'est réunie le 28 juin 2021. La Commission finance, administration générale, développement économique
commerce, artisanat, tourisme, emploi, travaux qui s'est réuni le 2 juillet 2021. Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d'attribuer des subventions retracées dans le tableau ci-après, d'autoriser Monsieur le maire à procéder au versement des subventions accordées pour chacune des associations, d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention de partenariat pour soutenir les sportifs de haut niveau inscrits sur les listes ministérielles, à intervenir avec l'association Motoclub de Privas et Antoine Basset. En cas de suite positive, le montant des crédits disponibles pour répondre à des nouvelles demandes ou à des demandes exceptionnelles s'élèvera à 60 219,50 €. Il vous est précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021 de la commune de Privas. Ok, merci beaucoup. J'imagine qu'il y a des questions. Oui. Je vous remercie. J'ai participé à la commission. Je tenais à remercier les membres de la commission pour ce travail en commun. Alors, si sur les subventions des associations sportives, il y a eu une vraie recherche de critères communs à appliquer, aujourd'hui, ces critères-là n'existent pas pour les autres associations. Donc c'est encore un regret de ma part, parce qu'effectivement, comme on l'a évoqué, comme je l'ai évoqué déjà en commission, on a besoin de critères objectifs pour que les associations comprennent quelles sont les règles qui s'appliquent. Et aujourd'hui, on ne le retrouve pas sur les associations culturelles ou sociales. Donc c'est un regret de ma part et à travailler, je l'espère qu'on nous permettra de travailler sur les prochaines demandes de subventions. L'autre élément, c'est, comme on a pu l'évoquer, il y a des conventions qui existent avec certaines associations et pas d'autres. Donc là aussi, ça demande parfois un problème de compréhension. Pourquoi certaines associations font part de conventions et d'autres n'en pas? Pourquoi certaines sont votées en conseil municipal et d'autres non? Donc là également, je pense qu'on peut gagner en transparence sur ce dossier-là. Et j'avais une question. Il a été évoqué en commission une enveloppe de 33 000 € à la Ligue contre le cancer qui n'est pas votée, pas travaillée dans cette commission. Et je voulais savoir, parce qu'on n'a pas pu nous répondre en commission, ce qu'il en était. Est-ce que cela a été voté à un autre moment? Et voilà, comprendre juste simplement comment les choses se passent sur cette association-là. Merci. Concernant certaines associations, il ne faut pas tout mélanger, parce qu'il y a des associations qui touchent dans les autres des subventions qui sont plus parfois des subventions d'action que de fonctionnement. Vous savez, quand vous avez, admettons, un spectacle ou une manifestation, ou admettons les anciens combattants ou quelque chose, ce n'est pas un championnat, ce n'est pas comme, admettons, une activité sportive qui se déroule, admettons, de septembre jusqu'à mai, c'est des subventions plutôt d'action que de fonctionnement. Concernant certaines subventions, vous faites référence, Madame Rollet, à la question qu'a posée Madame Voirie, concernant, admettons, les conventions. Alors je voulais vous dire que depuis de nombreuses années, notamment pour les hirondelles, la dernière, parce que vous m'avez posé la question, depuis de nombreuses années, la ville de Privas a toujours défendu la cause animale, convention avec la louveterie, volet convention avec la SPA de Montélimar, une niche pour les chiens errants au service technique, parce que vous savez, ça je tiens à le rappeler, parfois on trouve des chiens errants dans certaines communes et qui se retrouvent le samedi à Privas. Mais c'est nous qui devons en avoir la charge. Transport des animaux dans le centre de soins, contact et intervention des vétérinaires. Parmi nous, certaines personnes peuvent en témoigner qu'elles ont fait du bénévolat pour la cause animale, tout cela sous silence, que ce soit au niveau local, départemental ou régional. Nous avons même actuellement un chien qui est devenu un mascotte départemental, la personne pas loin, je tenais à le dire. Concernant la convention signée le mardi 8 juin entre l'association L'Hirondelle, représentée par Mme Courrier, et la ville de Privas, représentée par son maire, M. Vallat, nous ne pouvions attendre que la chouette culotte, car elle avait besoin de soins en urgence, vu ses diverses pathologies, je voulais rappeler, elle ne pouvait attendre toutes les démarches administratives et faire trouver en toute légalité, dans l'urgence, un antidote, un remède, sans oublier les frais que nous avons engagés à cette journée du samedi 6 mars, où la chouette fut accidentée, c'est-à-dire les services techniques,
les véhicules, on a eu plein de choses à faire. Par ailleurs, vous avez pu constater, comme nous l'avons expérimenté dans la commission culture, sport et associative du 28 juin 2001, que l'association demandait une participation par habitant, sachant que le moyen de soins vétérinaires de 100 € par animal. Nous avons parlé avec Mme Fourier, toutes nos implications de démarche, de réalisation, faire connaître et aider cette association sont bien supérieures à 300 €. Toute la journée du SUMAS, nous avons œuvré pour trouver une solution pour le bien-être sexuel, personnel, essence, véhicule, appel téléphonique, etc. Cela s'appelle subvention en nature. À cela s'ajoutent des affiches faites pour le service événementiel, fiches de conduite atelier, comme on a dit là, vous savez, certaines personnes qui faisaient partie de cette chaîne de solidarité ont fait un chèque de don à l'association le jour même de signature de cette convention. Notre démarche et notre solidarité, voire l'association, le Facebook de l'association, ont été publicités et ont été des facteurs déclenchants dans la France entière, et c'était comme exemple. Comme vous avez pu le constater, d'autres villes, communes ou des particuliers se rapportaient un soutien financier à l'association. Voilà les différents articles du jour. Pour répondre un peu à... C'était pas ma question, je vous remercie. Ça s'appelle noyer le poisson, ce que vous voulez faire. Non, c'est une jouette. Alors vous savez ce qu'il dit le hibou? Vous savez ce qu'il dit le hibou à sa femme? Ben, tu es chouette. Voilà, c'est la réalité, c'est la question que vous avez posée le 28 juin. Alors j'ai répondu, là, j'ai préparé parce que j'avais posé cette question. Alors, moi je suis Madame Rollin et je ne vous ai pas posé cette question-là, mais je vous remercie de ces précisions. Voilà, si... Madame Rollin, merci Madame Chaise. Par rapport aux conventions, il est établi des conventions à partir du moment où il y a un cadre, des contreparties. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui est plus important qu'un seul événement. Par exemple, avec l'association des jeunes, comment ça s'appelle? Fairplay. Là, par exemple, il y a une convention, parce qu'il y a plusieurs événements, il y a un échange, il y a des contreparties. C'est à ce titre-là que nous établissons des conventions. Ensuite, pour un seul événement, une seule manifestation, ce n'est pas utile. Donc, on octroie des subventions, on les valide. C'est tout simplement pour ça que nous faisons des conventions avec des associations. Vous avez évoqué, Madame Rollin, oui. la subvention pour la Ligue. Oui, merci. Expliquez-nous un peu, parce que je ne vois pas de quoi il s'agit précisément. Alors, moi non plus, en commission, il a été évoqué le fait qu'il y a une demande de subvention de la Ligue qui est passée en commission normalement. Il a été évoqué par M. Gamondez une enveloppe autre qui existe et qui n'est pas votée dans cette commission. J'ai demandé ce qu'il en était, il m'a été répondu qu'il n'était pas en mesure de me répondre. Donc c'est pour ça que je me permets de poser la question. Il a été évoqué le montant de 33 000 €, c'est pour ça que... Voilà, je n'en sais pas plus du tout. Ce n'est pas une question piège, c'est vraiment pour comprendre ce qu'il en est. Moi, juste pour vous répondre, concernant la Ligue, moi c'est parce que je vous parlais juste de Rose, un espoir, de 500 € qu'on attribue chaque année, qui devait se dérouler l'an passé aussi le 24 avril, mais qui n'a pas pu, à cause de la pandémie, se dérouler, alors il n'y a pas eu la subvention de 500 €. Et cette fois-ci, donc, notre demande qui devait se dérouler le 27 avril n'a pas eu lieu, qui doit se dérouler en septembre, et on leur attribuera la subvention. Et après, vous m'avez parlé de la Ligue, j'ai dit ceci ne fait pas partie de mes dossiers de demande de subvention. C'est pas moi qui attribue. Voilà. Alors, on a pris l'habitude depuis quelques années d'aider ponctuellement la Ligue quand il y a des événements. C'est assez fréquent, au moins une fois par an, ils organisent un événement. Donc, on a une subvention spécifique et ponctuelle qui est accordée. Je ne sais pas, sur un marathon, sur un événement lié dans la Rose et un espoir, c'est un peu le cas aussi, mais il y a des subventions qui ont été accordées au fil des ans en fonction de leur projet, en fonction des animations qu'ils assurent. Mais il n'y a pas de subvention de cet ordre-là. D'accord. Oui, celui-là. Alors, moi, je n'ai pas pu assister à la commission et je le regrette. Effectivement, comme il y a une baisse qui peut être entendable cette année par rapport au Covid, moi, je voulais savoir si des associations avaient un besoin particulier dans l'année qui arrive, si on pouvait
les aider ponctuellement. Voilà, si ça avait été acté, cela. Alors ça, c'est bien ce que nous avons dit en commission et que pour nous, c'est acté, c'est-à-dire qu'en fin d'année, il y a toujours quelques demandes qui arrivent et à ce titre-là, on verra, si on reçoit des dossiers, on répondra. Voilà. Monsieur Millet va répondre à la question concernant les subventions d'action. Oui. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a observé une baisse générale des dépenses de toutes les associations, mais finalement, on ne sait pas vraiment, avec la crise, c'est à partir de maintenant où la crise est plus ou moins finie qu'il va falloir être vigilant sur les finances des associations. Donc c'est pour ça qu'il y a eu certes une baisse générale au niveau des subventions, mais on a gardé une réserve justement pour pouvoir aider à partir d'aujourd'hui les associations qui en auront vraiment besoin. On n'a pas de demande particulière aujourd'hui, mais bon, vu que c'est la suite qui va nous... Voilà, on va voir ce qui va se passer, mais on sera là vraiment pour les aider, pour aider vraiment les associations qui auront besoin de l'aide. Comme tu l'avais dit une fois, le 15 mars. Madame Poiry, d'abord. Oui, donc lors du vote du budget en début d'année, nous avons reconduit le montant de l'enveloppe dédiée aux associations qui s'élève à 128 700 €. Aujourd'hui, on n'attribue que 68 000 € de cette enveloppe. Donc il reste quand même un montant très très conséquent de l'enveloppe dédiée aux associations qui est de l'ordre de 60 000 €. Donc en fait, ce qui s'est passé en commission vie associative, c'est que le postulat de départ, c'était on va baisser les subventions de fonctionnement aux associations qui ont des réserves. Donc en effet, pour les associations sportives, ça a été fait de manière transparente et je dirais rationnelle, parce qu'on a fait un véritable calcul par rapport à leurs besoins de financement et leurs réserves de trésorerie. Et comme l'a dit Madame Rollin, pour les associations culturelles et les autres associations, il n'y a pas eu vraiment de critères clairs qui ont été établis pour diminuer ou pas le montant des subventions de fonctionnement. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des associations qui ont des besoins, mais aucune n'ont été augmentées. Finalement, on n'a fait que baisser. Donc, pour cette raison-là, moi, je m'abstiendrai sur cette délibération. Vous nous avez dit qu'il y aurait une deuxième salve de subventions à la fin de l'année. Alors, il reste quand même 60 000 € dans l'enveloppe. De quelle manière les associations vont-elles être informées qu'il y a une enveloppe de 60 000 €, qu'elles peuvent déposer des dossiers de demande de subvention, sachant qu'on est déjà au mois de juillet, voilà, et que c'est très long pour une association de remplir un dossier. On le voit bien, vous leur laissez en général 2 mois, il me semble, et après il y a toute l'instruction qui doit se faire par les services. Donc moi ce que j'ai peur, ce que je crains, c'est qu'à la fin de l'année, finalement, on n'ait consommé qu'une petite partie de cette enveloppe, et c'est bien dommage, parce qu'effectivement, certaines associations n'ont pas demandé de subvention de M. Guermontes. Il s'agit de 8 associations, sur les, je ne sais pas combien, sur les plus de 150 associations qui font une demande, mais il y en a certaines qui ont eu des coûts supplémentaires liés au Covid. Un autre point, que j'avais déjà dit l'année dernière en commission, j'ai entendu qu'une association doit fonctionner comme une entreprise privée. Je regrette, mais je suis obligée de le rappeler, c'est quelque chose qui me choque vraiment. Parce que si on considère qu'une association doit complètement s'autofinancer, et ben, pourquoi le statut associatif? Finalement, le statut associatif ne sert à rien. Et une association, ça existe aussi parce qu'il y a des soutiens de la part des pouvoirs publics et aussi des donateurs privés qui font que les services qu'elle rend à la population sont accessibles d'un point de vue financier. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me choque extrêmement et je pense que c'est très important qu'on travaille sur des critères clairs et précis sur la manière d'attribuer des subventions. Et pour ça, je salue vraiment l'écoute de M. Fillet qui nous a vraiment écouté pendant voilà, tout traitement des dossiers des associations sportives et on s'en va vers des critères qui soient clairs et précis pour traiter les demandes de fonctionnement l'année prochaine. Et ensuite, je reviens juste sur les conventions. Effectivement, certaines conventions n'ont pas été votées en conseil municipal. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est légal ou pas? Voilà, je vous pose la question. Pourquoi est-ce qu'à certains moments on vote des conventions et à d'autres moments on ne les vote pas? Et enfin, il y a quelque chose dans les demandes de subvention qui relève du sponsoring. Donc ce sont des actions de communication financées par la mairie, qui sont menées par des associations certes, mais qui relèvent du domaine de la communication. Et j'ai fait la demande en commission que ces demandes de subvention soient prises sur le budget communication de la commune et non pas sur le budget des associations. Parce que c'est pas logique. Voilà.
Bon, évitons des confusions, Madame Voirie. On sort d'une période qui est inédite, dans laquelle on a malheureusement constaté que les associations, que ce soit culturelles, sportives ou l'action sociale, ont eu des activités extrêmement perturbées, au moins limitées, et je crois qu'il faut attendre un peu pour faire un bilan et juger. Je pense qu'il y a eu beaucoup de bonne volonté dans les associations, notamment pour essayer de maintenir à flot, notamment le nombre d'adhérents, parce que ça a été un souci. Il y a des associations, des clubs sportifs qui ont perdu la moitié de leurs adhérents. Alors, il faut espérer qu'ils les regagnent. Mais voyez dans quelle ambiance ces gens-là, qui ont quand même une responsabilité, sont obligés de voir un avenir peut-être un peu atteint par cette situation. On a la même situation dans d'autres communes, parce qu'on se concerte entre élus, et on voit bien que ce soit à Aubenas, que ce soit à Saint-Andréol, au Teil. J'ai interrogé un certain nombre de collègues, ils ont tous le même problème, à Goult aussi, hein, parce qu'ils ne savent pas bien où ils vont, et il y a des associations qui ont un peu de mal à se projeter dans les mois, voire dans l'année qui suit. Donc évitons peut-être d'anticiper trop les façons de qualifier, notamment les jugements qu'ont apportés les élus sur ce sujet-là. Cela dit, il est vrai qu'il y a eu des associations qui ont eu beaucoup moins d'activités, donc moins de dépenses, et certaines, tu le dis, on dit, nous on n'a pas eu d'activité, donc on ne souhaite pas de subvention, donc c'est loyal de leur part, je trouve, et on en tiendra compte aussi pour l'avenir. Alors, celui-là. Alors, moi, au-delà des subventions de fonctionnement, je reformule le souhait ici que j'avais formulé en commission, que nous devions, nous, les élus de Privas, être justement porteurs, c'est ce que vous venez de dire, monsieur le maire, de l'attractivité des clubs, des adhérents. Donc, j'avais proposé à ce qu'on crée au niveau de la commune un genre de passe qui a été très bien repris par Victoria pendant la campagne au niveau départemental, mais je pense sincèrement que c'est pas gênant qu'on le fasse aussi au niveau communal, qu'on puisse apporter cette aide aux familles, aux clubs, je ne sais pas comment on peut le réfléchir ensemble, pour justement qu'il y ait plus de jeunes qui aillent dans les clubs à la rentrée. Voilà, je crois que le forum des associations est tout début septembre. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'on ait ce travail en commun au sein d'une commission pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Il y a des communes qui le font, qui font un genre de passe pour les élèves, pour une activité, qu'elle soit culturelle ou sportive ou autre. Et voilà, je reformule en tout cas le souhait que j'avais émis en commission. Je vais juste répondre pour demander à Mme Voirie qu'elle me dise quels sont au niveau des associations autres ceux qu'on a baissé les subventions. Deux, je vais quand même lui rappeler, elle a peut-être partie, je ne sais pas, qu'il y a 65,40% des gens qui habitent à l'extérieur de Privas, donc 34,6% qui sont privadois, c'est des contribuables qui payent. Je veux rappeler, monsieur Seul, qu'un président a dit, et un de vos collègues élus a dit, qu'il faut toujours bien vérifier tout ce qui est des comptes bancaires. Nous devons être, nous les élus, très vigilants lors des votes des subventions pour 2022. Il faudra bien regarder les résultats de clôture, bilan financier, compte de résultats, trésorerie, livret, etc. Car il ne faut pas que les subventions abondent des comptes qui, pour certains, sont très largement en positif. C'est pour ça que je remercie encore les 8 associations qui ont rien demandé, alors certains, vous le savez, ont des bons comptes. Et je voulais vous dire aussi que doivent penser, comme a dit Mme Dali, une fois en réunion en 11 mai, que doivent penser les parents, les bénévoles, dont je fais partie, certains d'entre nous font partie, d'autres non, qui eux, durant toute l'année, et parfois plusieurs années, véhiculent leurs enfants et ceux des autres pour les entraînements, les compétitions et autres, sur leurs propres deniers et sur leur temps personnel, sans oublier la responsabilité que cela engage lorsqu'on transporte d'autres enfants. Ceci alors que les propres clubs, leurs propres associations, à qui les parents paient déjà leur adhésion, auraient les moyens financiers d'acheter le bus. Je ne reprends pas ce qu'avait dit celui-là. Je viens aussi à dire. Non, mais votre moyen, c'est quand même important à dire.
voilà, je tenais à rappeler ceci, mais j'attends quand même les réponses des associations qu'on essaie au niveau autre. Hein. Et puis vous êtes loi quand même, le pourcentage de la loi, il fallait aussi partager un peu le gâteau, n'est-ce pas? Alors moi, je veux répondre parce que tu as cité mon nom, donc si je peux me permettre de répondre. Il ne me semble pas de souvenir avoir parlé de clubs qui pouvaient acheter des bus. J'ai seulement dit qu'effectivement, il y avait des parents qui véhiculaient des enfants voilà, régulièrement par leurs propres deniers personnels et que voilà, si le club ou la mairie, c'est ce que j'avais dit, c'était le but aussi de ce pass qu'on voulait créer, pouvait apporter en fait une aide pour relancer un peu tout ça, quoi. Mais j'ai jamais parlé d'acheter, que les clubs pouvaient acheter des bus. Là, c'est après quand tu mettais moi de bus. Hein. Oui, voilà. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de précision, d'autres questions, Madame Boiry? Juste pour savoir si, est-ce qu'un dossier de demande de subvention pour les actions vont être envoyés aux associations? Non. Non, pas moi. C'était aux associations de se manifester. Mais au niveau du sport, je pense on va refaire comme on a fait là en fin d'année sportive, enfin, au mois de juin. On ira rencontrer sur place les associations, peut-être pas début septembre, parce que ce sera le lancement, mais plutôt au courant octobre. Voilà, les rencontrer vraiment sur leur lieu d'exercice pour voir ce qu'il en est et les réels besoins qu'ils ont. Parce qu'envoyer un mail comme ça, je ne suis pas sûr que ce soit bien efficace. Donc, on fera comme on a fait au mois de juin, aller les rencontrer pour discuter avec eux, voir ensemble comment ça se passe. Il y a le forum des associations. Il y a le forum des associations où on va rencontrer toutes les associations et là ce sera facile de discuter avec eux. Juste pour votre information, Madame Moiri, avant, parce que je tiens à vous le dire, avant toute commission, nous faisons une commission entre nous. M. Pillet, Mme Chess et moi-même, nous travaillons sur tous les dossiers. Je tenais à vous le dire aussi parce qu'on travaille en parfaite osmose, on ne travaille pas individuellement, mettons la vie associative, la culture, tout. On se réunit, on travaille sur les dossiers et tout ça afin de vous présenter au mieux. Et je vous rappelle que vous avez signé d'ailleurs à l'unanimité la première fois. Oui, mais je peux répondre, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir, votre dernière phrase n'a rien à voir avec tout ce dont on a discuté ce soir, M. Gamondès. Voilà. Et moi, je trouve ça un peu léger de se dire qu'on va juste aller rencontrer les associations. Ça me paraît beaucoup déjà d'aller rencontrer toutes les associations sportives. Et étant donné que vous allez leur faire un courrier pour leur annoncer le montant de la subvention qui leur est octroyée suite à ce conseil municipal, pourquoi ne pas les informer dans ce courrier qu'ils peuvent encore déposer une demande de subvention pour des actions puisqu'il reste du budget? Ce serait beaucoup plus... Ça, c'est prévu. Voilà. Moi, c'est qu'il y a notre rôle aussi d'aller voir sur place. Bien sûr, mais ça, je ne leur remets pas du tout. Oui, c'est prévu de les informer. Au niveau des actions, c'est prévu de les informer directement. Ce qui est important, c'est que tout le monde soit informé de la même manière. Voilà. Donc, que ce soit les associations sportives, mais aussi les associations dont s'occupent M. Gamondès et Mme Chess. Madame Boiry, nous sommes pour assister quoi que ce soit. Pardon? Mais si faites les 300 de l'association, vous verrez, c'est pas de discuter, on va marcher avec quelqu'un. C'est les lieux avec les endroits. Et on voit toujours les mêmes. Il y en a qu'on ne voit jamais. Après, lorsqu'une association est en difficulté, je vous assure qu'elle connaît le chemin de la mairie. C'est ce que je voulais dire. Bon, si vous voulez, on a l'habitude depuis pas mal d'années de travailler avec diverses associations. Et tous, bon, là, il n'y a pas à dire, moi, ou n'importe, on est tous pareils à ce niveau-là. Et les associations savent très bien, toutes les associations savent qu'en cas de besoin, il y a une réserve qui est faite en mairie et qu'elles peuvent faire une demande de subvention exceptionnelle. Et ça, si vous voulez, on peut leur rappeler, ça c'est certain. Mais vous savez, ils ont l'habitude, parce que ça fait des années qu'on fonctionne dans ce système-là et ils savent très bien qu'ils peuvent faire ces demandes. Et il n'y a jamais eu de demande rejetée en plus sur des actions ou n'importe quoi. Donc c'est pour ça, si vous voulez, c'est pas la peine de rabâcher toujours, si vous voulez, la même chose sur les assos, elles le savent. Elles savent très bien où s'adresser, ne vous inquiétez pas quand il y a besoin. On peut toujours le rappeler, si vous êtes d'accord. Merci Alain. Je voudrais rajouter une chose, Michel. Par contre, vous avez
oublié de mettre que nous avons aussi aidé d'autres associations. Et si vous allez voir les personnes âgées, ils sont enchantés, des ateliers qui ont été dans les EHPAD, de rigologie, vous avez pu voir Echo qui disait des journaux, la télé, il y a tout eu. Ça aussi, c'est une subvention que nous avons apportée. Et ça, vous avez oublié de les mentionner. Là. On en a même. Puis il y a eu la chaîne des vœux, je peux vous en dire d'autres. Voilà, ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Les seniors apprécieront. On ne l'oublie pas, Michel. Non. Bon, merci beaucoup. Donc, sur ce rapport, j'ai compris qu'il y avait des abstentions, mais y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition, des abstentions? Alors, abstention, moi si je peux rajouter, moi je n'ai pas assisté à la commission, mais je pensais que tout le monde s'était mis d'accord, ce qui nous aurait permis de voter pour, en fait, voilà. Mais moi, comme je n'ai pas assisté à la commission, en tout cas, donc, du coup, je m'abstiens, puisque apparemment, vous n'étiez pas d'accord. Mais sur, moi, pardon, pour préciser, je l'ai dit au début, mais comme il y a eu beaucoup de choses, le pourquoi de mon abstention, c'est parce que, comme je l'ai dit en commission, je regrette qu'il n'ait pas été possible, une fois encore, d'établir des critères pour les associations sociales et culturelles. Voilà, donc on l'a émis le vœu, et tant que ce n'est pas possible, on a essayé de travailler ensemble, mais avec cet écueil-là qui est quand même important. Madame Poulet, au niveau de la culture, ce sont des manifestations exceptionnelles. On ne peut pas avoir des critères qui définissent. En tout cas, informer les associations des barèmes et des critères de choix, et c'est pas le travail qui a été fait en commission. Voilà, je me permets de le regretter. Très bien. Merci. Donc, ce rapport est donc adopté. Nous passons au rapport suivant que nous présente Marie-Dominique Roche, qui concerne le règlement intérieur du CMJ, avec quelques modifications au programme. Oui, donc nous en sommes à la troisième proposition de Conseil municipal des jeunes. Je vous rappelle qu'en 2017 étaient concernés les CM1, CM2 et que progressivement nous montons en âge. Donc, bien sûr, dès 2017, les élus ont pu mener à bien différents projets, participer à des actions d'intérêt collectif et devenir ainsi des acteurs à part entière de la vie de la commune. Donc ils sont toujours élus pour 2 ans, de nouvelles élections doivent être organisées cette année. Le deuxième conseil municipal des jeunes, les pauvres n'ont pas pu bien exercer leur mandat étant donné les conditions sanitaires et tout ce qu'ils ont vécu. C'est fort dommage pour eux et nous proposons de faire évoluer donc, le niveau des classes. Nous allons proposer ces élections au sein des 2 collèges de Privas pour les élèves de 4e et 3e selon les nouvelles modalités suivantes. Donc au-delà de 20 candidatures, une élection se tiendra au cœur du parcours citoyen parce qu'en fait nous allons proposer par l'intermédiaire des enseignants d'histoire de proposer à ces élèves qui vont faire partie d'un parcours citoyen avec objet de s'exprimer à la fin de leur 3e pour leur brevet, de façon à les motiver davantage. Donc nous allons proposer à ces élèves, dans le cadre de leur parcours citoyen, de faire partie du conseil municipal des jeunes. Donc si jamais il y avait plus de 20 candidatures, on ferait une élection au cœur de ce parcours et en deçà, chaque candidat sera reconnu comme conseiller municipal des jeunes. Il est certain que plus on monte en âge, plus il est difficile de motiver ces élèves parce que ce sont des grands ados et donc on a pensé que justement en leur faisant comprendre de l'importance de leur parcours citoyen, s'investirait peut-être davantage au cœur du conseil municipal. Voilà, donc d'où le changement de règlement intérieur, la modification du règlement intérieur. Donc je vous invite à formaliser votre décision en vous prononçant sur ce projet de délibération. Parfait, merci. On a des questions, Madame Voirie. Oui, je trouve ça très intéressant que ça soit lié au parcours citoyen.
Et ma première question, c'est est-ce que du coup le choix de prendre des 4e, 3e va être stable dans le temps? Parce qu'on a vu que depuis 2017, voilà, il y a eu des CM1, CM2, puis des 6e, 5e. Ça serait intéressant que ça reste stable pour que tous les pas que de doublons, et pour que voilà, les élèves puissent, dans ce moment de leur vie, quand ils sont adolescents, pouvoir participer à un conseil municipal des jeunes. Ma deuxième question, c'est quels sont les moyens attribués à ce conseil municipal? Est-ce qu'il y a un budget qui est alloué? Et quelle est la méthode de travail mise en place? Est-ce que les jeunes vont formuler des problématiques sur leur vie, sur leur quotidien de jeunes? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'aller faire des enquêtes auprès des habitants? Voilà, quelle est leur liberté dans la définition de cette méthode et quels sont les moyens qui lui sont alloués? Merci. Alors, première réponse, ils sont élus pour 2 ans, donc cela veut dire que les 4e, 3e seront en 3e seconde, donc ces jeunes vont déjà aborder le lycée dans leur deuxième partie de mandat. Est-ce que nous resterons sur les 4e, 3e? Tout dépend de l'investissement que nous aurons par rapport à ces jeunes. C'est très difficile de cibler le bon créneau, si vous voulez, le bon créneau de jeunes. On s'est aperçu que quand même, en grandissant, ils ont davantage d'idées. Alors, pour répondre à la deuxième question, bien sûr, on souhaite qu'ils s'investissent, qu'ils fassent des propositions de projets et qu'ils puissent faire des enquêtes tout à fait. Il y avait eu déjà, avec le 5e, 4e, un projet sur le handicap. Ils avaient circulé dans la ville pour voir l'accessibilité, vous voyez. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est que ça vienne d'eux et qu'ils mènent le projet du début jusqu'à la fin. Donc, troisième chose, en ce qui concerne, il y aura-t-il une enveloppe budgétaire? Donc, elle n'a pas été fixée, mais on souhaite qu'il y en ait une. On souhaite qu'il y en ait une, de façon à ce qu'ils sachent, avec la somme qui leur sera allouée, ce qu'ils peuvent faire, si c'est la faisabilité, et qu'ils puissent monter leur projet eux-mêmes. D'autre part, il serait souhaitable, si donc nous arrivons à avoir un groupe intéressant, je ne sais plus ce que je voulais dire, excusez-moi. Ça m'a échappé. Ça va me revenir. Je ne sais plus. Oui. Ah oui, ceci. Ce serait intéressant qu'on puisse leur proposer peut-être chaque mois de s'investir sur quelque chose. Enfin, qu'ils aient un fil rouge, si vous voulez, que chaque mois, ils puissent s'associer, par exemple, à des activités sur la ville, notamment au service, peut-être avec le service événementiel, qu'ils puissent, mais qu'ils aient au moins un fil rouge pour chaque mois. Voilà, de façon à ce qu'on les garde, enfin, qu'ils aient envie de continuer, parce qu'en fait, 2 ans, c'est long. C'est à la fois court et long. Et le problème, certes, on a perdu nos conseillers municipaux dans ce mandat, vous savez très bien au contexte, mais on souhaiterait bien retrouver un groupe et qu'ils puissent s'exprimer et être vraiment citoyens. Oui. Ok. On essaie. Oui. Excusez-moi, c'est vraiment passionnant ce sujet. Alors j'ai une autre suggestion. Ça serait intéressant qu'il y ait des professionnels de la jeunesse qui viennent animer certaines réunions de ce conseil municipal des jeunes, parce que ces professionnels-là ont des méthodes d'animation et des méthodes qui permettent aux jeunes d'être sensibilisés aux problématiques de la citoyenneté et voilà, pour faire émerger des projets. C'est intéressant qu'on vienne faire venir quelqu'un de l'extérieur pour animer ce conseil municipal. Et enfin, une petite remarque, je n'ai rien trouvé sur le site internet de la ville concernant le conseil municipal des jeunes. Ce serait intéressant qu'il y ait une rubrique pour utiliser, ils ont une existence à part entière, donc c'est important qu'ils soient visibles, en tout cas dans les outils de communication de la ville. Et avec aussi un compte-rendu de leur projet, parce que je n'ai pas trouvé d'informations à ce sujet sur les précédents conseils municipaux de jeunes. Il y a eu un rendu, mais dans le Priva Magazine. Le Priva Magazine, régulièrement. Mais c'est un fait que ce serait bien qu'il y ait un spot sur
sur Priva, Non, mais- sur le site de la ville. Même permettre à ces enfants d'écouter des professionnels aussi Tout à fait. pour les orienter sur certaines activités qui les intéressent. Ça a été le cas pour le skatepark quand même. Ils ont suivi de près l'évolution du dossier skatepark. Mais on a déjà fait intervenir quand même des gens de l'extérieur dans le cadre des 2 conseils municipaux de jeunes. Ça c'est bon. Ça c'est déjà fait. Ok, merci de vos suggestions. Oui. Et par contre, est-ce que je rejoins ce qui a été dit et que j'avais déjà posé aussi la question en commission, est-ce que c'est possible qu'un jour on ait un réel budget pour ce conseil municipal des jeunes, qu'il puisse avoir de réels projets en fait, à monter? C'est ce qu'on s'était dit, c'était qu'ils puissent voir aussi l'aboutissement d'un investissement dans une commune, d'un projet qu'ils peuvent avoir. Et pour ça, effectivement, il faut un minimum une enveloppe budgétaire qui pourrait nous permettre, en tout cas, de leur expliquer tout ça, quoi. Elle est modeste, mais elle existe. Oui, mais elle est, voilà. C'est un peu symbolique, tu diras, parce qu'il n'y a pas de frais de fonctionnement majeur, quoi, effectivement. Ok, mais bon, à voir, non, Marie-Lou. Ok, bon, sur ce rapport, il n'y a pas d'opposition, j'imagine, pas d'abstention. Donc, on va laisser à nouveau la parole à Hervé pour des échanges de terrain entre Ardèche Habitat et la ville de Québec. Alors, il s'agit d'une régularisation. En 2012, il a été décidé par le conseil municipal de l'époque de vendre l'ancienne unité Landrosier à Ardèche Habitat pour y construire son siège, à Vivarais Habitat, pardon, pour y construire son siège. Et dans ce cadre-là, il avait été prévu un échange de la petite rue, vous vous souvenez sans doute, qui joignait la rue à l'avenue Chomérat. Or, cette rue a été déclassée, mais n'a pas été passée. Ce qui fait que cet échange de terrain n'a jamais été formalisé dans un acte notarié, malgré le déclassement de la voie commune rue des Vins, par délibération date du 4 novembre 2013. Il convient donc de régulariser cette situation et de préciser les termes de cet échange qui aura lieu sans suite, comme convenu initialement. La ville doit donc céder à Ardèche Habitat l'ancienne rue des Vins, rue en pente reliant avant les travaux de restructuration du site Augier de la rue de la Reprise à la rue de Chomérat. Cette rue correspond désormais à la parcelle AO433. Ardèche Habitat cède à la ville d'une part une petite parcelle AO427 de 18 m² destinée à rectifier la limite du trottoir et d'autre part la parcelle AO421 de 377 m², qui correspond au parking qui doit être incorporé au domaine public de la commune. Dans le cadre des travaux de réhabilitation du site Ardèche Habitat, a créé un escalier permettant de rejoindre le dit parking depuis l'avenue Chomérat. Cet escalier passe sur des parcelles restant à la propriété de l'Office public de l'habitat, passage à l'air libre et passage couvert sous le bâtiment construit par Ardèche Habitat. Il convient donc de créer une servitude de passage piéton au profit du domaine public de la commune sur les parcelles dont je ne vous dis pas les numéros. L'entretien du gros œuvre de ce passage restera à la charge d'Ardèche Habitat, la ville prenant à sa charge le revêtement de surface du passage. Voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Je demande de précision. Ok. Bon, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'opposition non plus, pas d'abstention. Merci beaucoup. Donc, le rapport suivant concerne le constat d'un certain nombre de dysfonctionnements liés donc au réseau d'assainissement qui est proche de la station d'épuration de Priva. C'est vrai qu'il y a eu à plusieurs reprises de nombreux débordements, de nombreux trop-pleins qui ont évidemment posé des problèmes sur ce réseau. Et une étude de faisabilité a été commandée pour faire apparaître la nécessité de procéder donc à la pose en remplacement d'un réseau qui traverse le cours d'eau en encorbellement, c'est-à-dire au-dessus du cours d'eau, pour permettre donc une meilleure fluidité de l'eau usée en fait. Et moi, je suis allé sur place à 2 reprises, lors de fuites importantes. Je peux vous dire que ce n'est pas simple, parce qu'on a pu constater que
le réseau actuel n'était pas suffisant et il était déficient complètement. Et donc, le but, c'est de mettre un réseau en accompagnement au-dessus de l'eau. Alors, ça gêne en rien, évidemment, la circulation de l'eau de l'Oubède, puisque c'est à quelques mètres de hauteur, mais ce n'est pas gênant non plus pour la visibilité, puisque on est dans les feuillages. Et alors, évidemment, c'est visible, hein, bien sûr, mais il n'y a pas de solution technique de remplacement, c'est-à-dire que pour remplacer la canalisation existante, il faudrait faire un terrassement extrêmement compliqué, projet que je sais, pour permettre la pose d'une canalisation enterrée sous l'eau, enfin sous la rivière, et ça complique beaucoup les choses. Voilà. Donc la solution, selon les ingénieurs qui sont chargés de cette étude, c'est de mettre donc un encorbellement pour faire passer cette canalisation. Ce n'est pas une canalisation très importante, mais bon, on aurait pu évidemment faire peut-être autrement, mais ça allait coûter à peu près 3 fois plus. Voilà. Alors moi, je n'ai pas tous les détails techniques, hein, mais si nous présente ce dossier, c'est que ça a dû être validé à la fois par le cabinet d'études, mais aussi évidemment par les techniciens de la CAPCA qui sont chargés de gérer ce problème depuis plusieurs années. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on valide, donc il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, donc je vous remercie. On va laisser la parole à Christian Marnas pour la question du lancement de l'appel à manifestation d'intérêt pour l'aménagement et la gestion d'une aire de camping-car sur la place de la gare. Voilà, Christian. Bon, comme tu as dit le titre, je vais attaquer tout de suite. Afin de poursuivre les efforts entrepris par la ville de Privas en matière de développement du tourisme, il vous est proposé d'améliorer les conditions d'accueil des camping-cars sur le territoire communal en aménageant une aire d'État pour prendre tous les services nécessaires aux camping-caristes. Vidange, eau, électricité, wifi. Au regard du développement de ce type de tourisme ces dernières années, il apparaît indispensable de proposer à ces usagers une offre adaptée et attractive. Je vous propose donc d'étudier la possibilité de mettre à disposition un terrain situé à l'avenue de la Gare en vue de permettre l'aménagement et la gestion d'une aire de camping-car. Ce terrain est constitué de l'aire actuelle de camping-car et du parking continu. Un opérateur ayant manifesté son intérêt pour ce projet, la ville, en vertu de l'article, je ne nomme pas, du Code général de la propriété des personnes publiques, doit s'assurer, afin d'autoriser l'occupation du domaine public par cet opérateur, de l'absence de toute manifestation d'intérêt concurrente par le biais d'une procédure de publicité. Je vous propose donc de lancer un appel manifestation d'intérêt AMI précisant les points suivants. Le candidat devra proposer un projet d'aire pour véhicules de loisirs sur un terrain situé à l'avenue de la Gare, cadastré, section AN numéro 157B, et d'une superficie d'environ 2400 m². Le prestataire retenu devra, dans sa proposition, envisager l'aménagement, la fourniture, la pose et la mise en service d'un système de gestion automatisé à distance, la gestion technique, financière et commerciale, ainsi que la promotion et la communication de l'aire de camping-car. Donc le candidat fera son affaire de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l'aire. Le candidat devra proposer un nombre d'unités pouvant être aménagées sur le terrain. La convention d'occupation domaniale sera signée pour une période suffisante au regard des investissements réalisés. À l'issue de cette période, la commune récupérera gratuitement et sans frais l'ensemble des droits sur le dit emplacement, ainsi que la propriété des travaux et améliorations réalisés par l'occupant durant son titre. Le candidat versera une redevance d'occupation de domaine public, redevance dont le montant doit être déposé par le candidat. Cette redevance sera composée d'une part fixe et d'une part variable. Le candidat collectera la taxe de séjour et restera à la CAPCA. Le candidat fixera le prix d'hébergement pour la haute saison et la basse saison. Le candidat devra faire une proposition sur la prise en charge de la maintenance des équipements, des frais d'entretien et des frais liés aux différents fluides.
Il est demandé une bonne intégration paysagère, des équipements et signalétiques mis en place sont recherchés par le candidat. Voilà, je vous invite à formaliser cette décision en prononçant sur le projet de la délibération ici d'après. Merci, Christian. Moi, je vous ai tout fait bien avant. Voilà, pour préciser aussi que finalement, ce n'est pas un dossier ordinaire, il faut l'étudier correctement. Tout à fait. Tant sur le plan de l'espace que sur le plan technique et financier. On avait espéré que ça serait en route cet été, mais ça nécessite quand même une enquête un peu plus approfondie. Et évidemment aussi d'avoir la certitude qu'on rentre dans un réseau de 450 000, je crois, adhérents. Oui, si je peux rajouter pour compléter, je ne l'ai pas complété. Donc, c'est un organisme qui, le premier avec nous avons contact sur les pour d'autres, il semblerait qu'on ait déjà quelqu'un qui soit assez intéressé. Il y a 480 000 adhérents, c'est-à-dire en gros, ce sont donc un système de cartes. Vous êtes sur l'autoroute, vous cherchez un endroit pour stationner, vous allez donc taper le lieu de destination souhaité ou dans le périphérique du lieu souhaité. À ce moment-là, vous pouvez valider votre offre, vous arrivez à n'importe quelle heure, vous badgez, vous rentrez, voilà, c'est très pratique, quoi. Et de fait, ça permettra aussi que les gens versent la redevance à la CAPCA, parce que pour l'instant, ils voient que le camping est très sympa, il n'y a pas donc tous les services, puisque aujourd'hui, je crois qu'il y a juste les vidanges de l'eau, je crois. Après, là, il y aura l'électricité, la wifi, et ainsi de suite. Et surtout, le fait est, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui arrivent s'installent, partent, c'est le contribuable qui paye, c'est gratuit. Alors, ce sont des gens qui ont des camping-cars qui valent 60, 70, 80 000 euros. Je pense qu'ils peuvent participer en partie pour prendre de l'eau et puis l'aménagement sécuritaire qu'on va mettre en place. Ça reste quand même très accessible en tarification. Je crois que c'est de l'ordre de 12 euros de versement plus les frais pour D'accord. Et si vous devez procéder une partie de l'ordre de 50%, 60%. À peu près. Celui-là. Si je comprends bien, c'est en continuité de l'aire qui existe déjà. C'est l'emplacement. C'est l'emplacement. L'emplacement actuel. À la place, on refait une autre aire. En fait, non, l'aire est existante. On aménage avec une box d'entrée et on valide les gens qui arrivent, payent. Donc aujourd'hui, ils sont là rapidement, donc ça sera aménagé, il y aura un service. D'accord. Donc le but, c'est pour de l'attractivité touristique ou que les gens payent une redevance? Non, c'est de l'attractivité touristique dans le sens où on va ramener de fait beaucoup de touristes qui vont venir par là parce qu'ils auront des indications. C'est un réseau qui est quand même structuré, donc il y a 480 000 adhérents. Et puis en fait, on va amener un service sur l'électricité, il y aura donc la wifi et la sécurité, parce qu'aujourd'hui c'est tout ouvert. Voilà. Et ça sera régulé par le fait, et ils payeront la redevance et l'emplacement, les fluides qui aujourd'hui sont gratuits à la charge de l'opérateur. Et en nombre de places, on aura le même nombre de places? 24, semble-t-il. Oui, on en aura un peu plus, je crois qu'actuellement. Il y en aura 24 de plus, 24. D'accord, ok, merci. Voilà. Et c'est idéalement placé parce qu'il y a le départ pour le vélo, il y a la piscine à côté. Voilà, c'est magnifique, quoi. Ça va être sympa. Alors, c'est pas pour faire camping, concurrence au camping, c'est deux choses bien différentes. D'ailleurs, on a parlé avec les campings, on signaler qu'ils sont très contents d'ailleurs qu'on puisse se faire payer pour la CAPCA, sur les Eurodes. Madame Boiry, vous vouliez intervenir. Oui. Donc c'est un projet qui est intéressant. C'est vrai que nous, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en régie communale pour avoir des rentrées d'argent, mais on comprend bien que surtout le volet réseau des camping-caristes, c'est intéressant de passer par le gazette. Voilà. À mon avis, parmi les critères importants de sélection, même si vous avez déjà un candidat, c'est important, donc vous mentionnez la bonne intégration paysagère. Il faut vraiment faire un gros effort là-dessus, parce que c'est quand même un terrain qui est nu, qui est bétonné, qui n'est pas du tout végétalisé. Et voilà, pour attirer du monde, il faut quand même donner de l'ombrage, un peu d'herbe, des arbres. Et voilà, donc très bien. C'est bien que vous le soumettiez, on avait déjà l'idée, mais c'est bien de le rappeler, parce que c'est vrai que quand on est camping-cariste, c'est sympa. Parfait, merci beaucoup. Donc, sur ce projet, il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention.
La convention relative à l'entretien, l'utilisation et la valorisation de l'orgue de l'Église. Donc il se trouve que l'orgue a été acquis par la municipalité, la ville de Privas, en 1983. Depuis, il a fait l'objet de travaux de révision et d'adjonction d'un jeu de cymbales. Il a fait aussi l'objet d'entretien avec la paroisse de Saint-Jean du pays de Privas. Cet entretien s'est arrêté en 2017 et à cette période, la municipalité a décidé d'effectuer un diagnostic par un expert et en fait, nous avons eu le retour et nous avons des travaux recommandés. Il se trouve que cet orgue, en fait, se trouve dans une église, donc on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Donc nous avons un conseil permanent des évêques de France qui vérifie la bonne utilisation de cet orgue dans ce lieu de culte catholique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous sommes, la municipalité amenée aussi à l'utiliser pour divers concerts et parfois le conservatoire peut assurer des démonstrations ou des cours, mais à titre exceptionnel aussi sur cet orgue-là. Donc nous avons décidé d'établir une convention pour décrire en fait, le rôle de chacun et ensuite nous nous sommes réunis plusieurs fois, ça a été validé par la paroisse et nous avons convenu donc d'un entretien 2 fois par an. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez lu la convention, si vous avez des questions à poser, je vous écoute. Bon, ça veut dire que tout le monde est d'accord, ou presque, il n'y a pas d'abstention non plus. Parfait, donc l'entente est adoptée. De toute façon, Véronique, tu gardes la parole pour le conservatoire avec le renouvellement de la convention. Alors, cette convention CHAM, en fait, c'est aussi pour décrire le rôle de chacun au niveau du département, du collège Ventadour et du conservatoire, c'est-à-dire la municipalité, puisque des élèves pratiquent la musique avec le conservatoire, sont transportés par le département avec les bus. Il faut dire que cette convention elle a été validée déjà par le collège Ventadour lors du dernier CA le 22 juin. Et c'est pareil, je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui. C'est un renouvellement, non, c'est quelque chose qui fonctionne déjà bien. Ouais. Si vous en êtes d'accord, on peut le délibérer. Okay. Si c'est un renouvellement, il n'y a rien de révolutionnaire. Non, il n'y a rien de particulier qui a été rajouté par rapport à ce que... Non, c'est bien défini et je trouve que le principal aussi du collège a bien défini la fonction au niveau des... Alors peut-être profiter un peu, Véronique, de l'occasion pour dire que la démonstration auquel on a eu droit vendredi soir de la part de l'orchestre à l'école, qui n'a rien à voir avec les chams, a été concluante et bien perçue par tous les parents qui étaient là, et évidemment les professeurs, mais aussi les spectateurs, puisqu'il y avait de nombreuses personnes qui étaient là. Donc on ne peut que se satisfaire évidemment de ce travail de musique à l'école René Blanchon notamment. Oui, Roger Blanchon, en fait, au bout de 3 ans, on voit déjà le bénéfice de cette éducation musicale et effectivement, on peut que se réjouir et de continuer dans ce sens. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au niveau des chams, ça crée aussi des motivations. On n'ira pas jusqu'aux vocations parce qu'ils ont encore de la marche, mais effectivement, cette initiation pour certains se conclut aussi par des inscriptions au conservatoire. Et ça, c'est très important. Ouais. Ok, très bien. Bon, pas d'opposition. Oui.
Oui, je voulais simplement dire que l'importance de la musique dans la vie de chacun, la musique contribue. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah oui, effectivement, contribue à l'épanouissement de la personne. Et pour revenir sur le parallèle avec l'orchestre à l'école, ce qui est intéressant, c'est pour ces enfants qui étaient néophytes au départ, c'est que les enseignants ont remarqué une bien meilleure écoute de leurs élèves, scolairement parlant. D'où l'intérêt de prolonger cet orchestre à l'école. On a proposé à ces enfants de pouvoir participer. Je rajouterai du coup, parmi les CM2 qui passent en 6e, il y en a 6 qui continuent en chant et 4 qui se sont inscrits déjà au conservatoire. Donc c'est quelque chose de positif. Et puis rendre hommage aux enseignants aussi oui. qui ont dû apporter ce projet, qui n'est pas de tout repos non plus pendant toute cette période. Très bien. Bon, pas d'opposition non plus, pas d'abstention. Merci beaucoup. On passe au rapport suivant que nous propose évidemment Véronique encore. C'est l'adoption du règlement intérieur. Oui, alors cette fois, c'est le règlement intérieur du conservatoire. Donc c'est un règlement qui datait un petit peu de 2013, qu'il fallait remettre à jour. Et il faut dire aussi que la Covid nous a mis un peu l'accent sur certaines lacunes. Et du coup, au niveau de la facturation, nous allons la faire au trimestre. Ce sera plus simple quand il n'y aura pas de cours, au moins. Voilà. Que dire de plus? Au niveau des modifications, il n'y a pas grand-chose qui se donnait au trimestre. Et puis, bien sûr, lorsque l'on ne paie pas son année, on n'est pas obligé d'accepter l'inscription. C'est-à-dire qu'il faudra être à jour de ses cotisations et de ses frais de scolarité. C'est surtout ça l'important. Et en même temps, on a mis l'accent aussi sur les devoirs et les obligations des professeurs aussi, puisque jusqu'à présent, il n'y avait rien écrit pour eux et je trouve normal qu'ils soient responsables de leurs élèves dans ce lieu qu'ils occupent, c'est-à-dire le conservatoire. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à propos de ce règlement intérieur. Oui, Madame Paulette. Oui, sur cette délibération, moi j'ai un regret, c'est qu'en commission finance, j'ai demandé à ce qu'on puisse avoir les modifications apportées pour pouvoir comprendre ce qu'il en était. Ça n'a pas été possible, on m'a renvoyé la première édition du règlement intérieur qui n'est pas comparable à celle-ci, qui a été complètement refondue. Oui. Donc je ne vois pas comment voter cette délibération malheureusement. Et je fais le vœu à l'avenir de si on peut avoir les éléments que vous venez de donner ou des précisions, qu'on puisse lire les choses en sachant quelles sont les modifications, ce serait ident. Ça nous permettrait de voter en pleine conscience des éléments. Merci. Alors je suis désolée, Madame Paulette, d'habitude je suis à la commission des finances et je peux répondre. Là, pour le coup, j'avais quelques difficultés pour être parmi vous. Ceci dit, il ne faut pas hésiter à me contacter si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Moi, je ne me suis pas plus posé la question lorsque j'ai vu que Madame Patricia Monnier vous envoyait l'original, en fait, celui de 2013. Et je me suis dit, elle va pouvoir comparer s'il y a quelque chose de maintenant. Mais voilà, après... Préciser aussi que c'est un contrat un règlement plutôt de courte durée, puisqu'au 31 décembre 2023, Ardèche Musique et Danse sera dissous selon donc, les décisions du conseil départemental et qu'il y aura un redéploiement qui est prévu en direction des intercos. Et donc là, il y aura à remettre à plat un certain nombre de choses à ce moment-là. Voilà, donc il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, donc le rapport est adopté. Et de façon, Véronique, tu gardes la parole toujours pour les dispositions tarifaires exceptionnelles au niveau du conservatoire. Oui, alors il se trouve que certains adultes, certains élèves n'ont pas pu suivre correctement les cours qui étaient donnés en visuel. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'appliquer une réduction exceptionnelle sur les frais de scolarité de 20% sur toute la réinscription de l'élève adulte. Voilà, n'ayant pas pu recevoir ce suivi pédagogique correct pour cette année 2020-2021.
Oui, Madame Voirie. Oui, j'ai pas bien compris. Donc, est-ce qu'il y a eu des cours en visio qui ont été dispensés? Alors, effectivement, il y a eu des cours en visio qui ont été dispensés pour oui. Pour les adultes? Oui. D'accord. Mais certains n'ont pas pu les réaliser parce qu'ils n'avaient pas les... C'est cela, oui. Et à ce propos, d'ailleurs, j'ai reçu des élèves adultes à la mairie parce qu'ils m'avaient fait... ils m'avaient demandé pour évoquer ce problème-là et effectivement... je pense que c'est une solution qui peut être en accord avec ce qu'ils avaient demandé. On peut dire un petit mot, Véronique, par un peu. Oui, moi je voulais, je ne parle pas du tarif, mais je voulais saluer le travail des professeurs d'instruments qui ont continué leur cours en visio. Et pour moi, j'ai trouvé ça formidable qu'ils arrivent à continuer en visio. Je pense notamment au professeur de harpe qui a continué ses cours. Et tous, oui, enfin, j'en sais, je cite l'artiste, mais je trouve ça remarquable, ça personnellement. Et bravo aussi à ceux qui ont reçu les cours, parce que ça ne doit pas être tout à fait évident de comprendre exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Très bien. Et effectivement, les professeurs ont fait ce qu'ils ont pu par visio, mais c'est vrai qu'ils avaient hâte que les cours reprennent normalement en présentiel, puisqu'ils ne pouvaient pas corriger par exemple la tenue pour jouer du piano ou tenir le violon, etc. Donc, mais même au niveau du son, parfois, c'était pas toujours au top pour eux, mais voilà, ils ont fait de leur mieux et pour tout le monde. C'était une situation qui était pas facile à gérer et je pense que effectivement on peut les saluer parce qu'ils ont fait un gros travail énorme. Merci. Madame Boiry. Juste une dernière question. Au niveau des cours collectifs, des cours de musique collective et des cours de solfège, comment ça s'est passé? Alors, pour les cours collectifs, le chant c'était interdit de toute façon, ça c'est sûr, mais pour le reste, pareil, ça a été, c'était en visio. Oui. Alors, tous ne se connectaient pas en même temps, il y a eu parfois des compromis, mais voilà. Ok, très bien. Pourquoi c'était interdit le chant? C'était le risque de pluie? Alors, le chant était interdit, non pas pour le risque de pluie, mais c'était pour la propagation en fait des postillons. D'accord, ok. Bon, pas d'opposition encore, pas d'abstention. Merci beaucoup. Le rapport suivant, c'est Isabelle Lemaitre qui nous le présente, c'est la validation du document unique d'évaluation des risques professionnels. Oui, donc comme prévoit le Code du travail, l'employeur est tenu d'élaborer un document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc en 2019, le cabinet BELT a été missionné par la collectivité pour établir ce document en collaboration avec l'assistant de prévention. Celui-ci, ayant quitté la collectivité, il a été remplacé par un nouvel agent de prévention qui a mis à jour donc, le document en prenant en compte notamment la pandémie de 2020. Donc ces modifications et donc ce document ont été soumis au CHSCT qui s'est tenu le 4 mai et qui a reçu donc un avis favorable unanime à la fois du collège du personnel et des représentants de la collectivité. Voilà. Ok, merci Isabelle. Pas de problème, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport suivant, c'est Isabelle qui nous présente avec la convention avec le centre de gestion par des choix pour assurer donc le remplacement des personnels administratifs et classiques.
Alors, le centre de gestion de l'Ardèche propose donc un service de remplacement, soit pour pallier à des absences momentanées des agents, soit en cas de surcroît de travail. Donc, au cas où nous ayons à recourir à cette prestation de centre de gestion, il est donc proposé de signer une convention avec le centre de gestion. Donc, il est proposé d'approuver les termes de cette convention et d'autoriser le maire à la signer. Ok. Sur ce rapport, pas d'opposition, pas d'abstention. On est toujours dans le même registre au rapport numéro 15 pour calculer les allocations de chômage. Voilà, donc là c'est une nouvelle convention avec le centre de gestion pour cette fois, comme tu l'as indiqué, calculer le montant des allocations d'aide au retour à l'emploi. C'est une prestation qui est fixée par dossier qui serait éventuellement soumis au centre de gestion. Donc la prestation a un coût de 30 € de l'heure et de 10 € fixe par agent dont on soumet le dossier. Donc là aussi, c'est au cas où on est à utiliser ce service, mais préalablement pour pouvoir en bénéficier, il faut pouvoir conclure une convention avec le centre de gestion. Ok, pas d'opposition, pas d'abstention, rapport adopté. Donc le rapport suivant, Isabelle et Véronique, vous parlez de la convention de mise à disposition d'agents au syndicat mixte conservatoire Ardèche Midi-Pédance. Ça c'est un rapport classique qui intervient chaque année puisque c'est une mise à disposition pour 1 an de 2 agents qui sont volontaires. Donc il s'agit d'un poste à temps complet de directrice des ressources humaines et un poste à temps non complet, c'est faire de professeur de violon. Donc il est proposé d'approuver la convention de mise à disposition, d'autoriser le maire à signer la convention avec le syndicat mixte, sachant que, comme je vous l'ai dit, les agents sont d'accord et que c'est pour 1 an avec une possibilité de renouvellement. Parfait. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Donc on poursuit avec la convention toujours de mise à disposition. Alors là... Donc là c'est à l'inverse. C'est le syndicat mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse qui met à la disposition de la commune de Privas un poste à temps non complet, 10 heures, donc d'accompagnateur de piano, qui est assuré par un assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe. Donc là, c'est aussi une convention pour 1 an, aussi possiblement renouvelable. Et donc, il s'agit d'approuver la convention et d'autoriser le maire à la signer. Merci Isabelle. Donc, enfin, je garde la parole pour en général traditionnellement le dernier rapport qui concerne la modification du tableau des effectifs. Donc, 2 volets pour ce rapport. Le premier sur l'avancement de grade. Des propositions ont été communiquées par le centre de gestion de l'Ardèche. Donc, suite à cette communication et en application des lignes directrices de gestion mises en œuvre au niveau de notre collectivité, la collectivité propose la nomination de 10 agents de catégorie C et de 2 agents de catégorie B. Donc, il est proposé d'ouvrir les postes correspondants à ces nouveaux grades et de modifier le tableau des effectifs comme récapitulé dans le tableau. Et le deuxième point concerne la mobilité interne avec un agent du grade d'ADSEM principal première classe qui a muté au service ressources humaines et qui doit donc être intégré au grade d'adjoint administratif principal première classe. Un autre agent qui est au grade d'adjoint technique qui va intégrer la police municipale. Il sera positionné au grade de gardien brigadier, mais il a pour cela la nécessité de suivre une formation de 6 mois. Donc la nomination se fera en cours d'année prochaine. Très bien. Pour ce rapport, pas d'opposition, pas d'abstention. Donc
dernier rapport, Elisabeth, je garde la parole pour la représentation au comité. Donc, voilà. Dans le cadre du partenariat important qu'on a maintenant avec le PNR et la ville de Privas, donc sur des projets tels que le Mont-Toulon, le géosite aussi de l'UNESCO, et puis bon, compte tenu que la ville de Privas est une des deux villes portes du PNR et apporte une contribution importante à cela, puisque c'est de l'ordre de pratiquement 15 000 €, pas tout à fait. Donc il a paru important que le maire puisse représenter lui-même la collectivité pour le suivi aussi de ces projets et conforter le partenariat avec le PNR. Donc il est proposé la candidature de Michel Ballard en remplacement de Victoria Gabriel, Marie-Dominique Roche restant suppléante. Alors, moi je voulais peut-être préciser que, évidemment, ça n'enlève rien au travail qui a été fait jusqu'à présent, à la fois par Victoria et puis surtout aussi par toi, puisque tu es vice-présidente du PNR. Donc on avait tendance un peu à se reposer sur votre présence, notamment sur les dernières actions qui ont eu lieu et qui ont été significatives quand même en termes sur le plan culturel et sur le plan de valorisation du patrimoine. C'est enfin un des objectifs du PNR. Et il y a beaucoup à faire encore, s'agissant de ce sujet, et non seulement de ce sujet, mais les sujets qu'on a abordés au cours des derniers jours, notamment sur les circuits courts, sur la valorisation des ressources locales, notamment en termes de production locale. On parle de viande, mais c'est aussi le cas de produits laitiers, etc. Je pense que le parc a un rôle déterminant à jouer et on est quand même dans la capitale du marron glacé, n'oublions pas. Et la capitale du marron glacé, c'est aussi un environnement de châtaigneraies qu'il y a autour, pas spécialement à Privas, puisqu'il y a peu de châtaigniers à Privas, mais dans le centre Ardèche, vous voyez le nombre de châtaigneraies productives qu'il y a. Je crois que c'est aussi tout le sens de la création de ce PNR à l'origine, puisque quand on a créé le PNR, et je veux vous dire que moi j'ai présidé pendant 8 ans l'association de préfiguration du PNR pour arriver à la signature de la charte en 2000, et là j'ai présidé le parc pendant quelques années, mais c'est vrai que tout était à construire, ça a été construit et avec l'appui évidemment de la région, puisque c'est la région qui est le principal financeur du PNR, le département bien sûr, et les collectivités, puisque nous on apporte aussi une contribution non négligeable, 15 000 € par an. Il faut qu'on se retrouve aussi dans ce projet, et il faut qu'on soit capable aussi de porter haut la parole du parc naturel régional sur un territoire qui s'est agrandi, sur notamment une partie de la Haute-Loire, et qui correspond parfaitement à ce qu'on veut avoir demain comme environnement plutôt favorable à ce centre Ardèche et une partie de la Haute-Ardèche et une partie des Cévennes ardéchoises. C'était les zones les plus déshéritées du département qui ont été choisies pour créer ce PNR, et notamment sur les zones de pente. C'était partout où justement il y avait des châtaigniers à l'origine. Et à l'origine, le nom, c'était Parc naturel régional de la châtaigneraie ardéchoise, qui n'a pas été validé par le ministère de l'Environnement, parce qu'un parc naturel régional n'est pas jamais à thème, mais sur des zones géographiques. Ça peut être massif, ça peut être une plaine, ça peut être un bord de mer, ça peut être... C'est ainsi qu'on a bâti le PNR des Monts d'Ardèche. Et il me semble que Privas, aujourd'hui, doit mettre encore la pression sur cette institution pour dire, nous, on est libre, on a le droit et la capacité de pouvoir faire des projets et proposer des projets qui soient bénéficiaires non seulement à Privas, mais à tout l'environnement du bassin privadois, puisque après, on bascule sur des zones
tertiaire et sédimentaire, et notamment la limite Prima, on est sur Grande encore, sur Flaviac, sur Lias, et après, évidemment, on monte sur Saint-Cyr-Placer, et la limite, elle est carrément pratiquement à la paille. Du côté de la paille, on n'a plus le parc naturel régional, tout simplement parce qu'on n'est pas sur les mêmes zones géologiques. C'était au départ une volonté précise de ce montage. Voilà, donc, oui, si tu veux poser une question, c'est le moment. Ouais, moi je voulais savoir comment ça se fait que Victoria quitte le PNR, puisqu'elle est quand même adjointe à la promotion de la ville et à la transition écologique. Et du coup, sans vouloir vous offusquer, monsieur le maire, mais je trouve ça un peu dommage quoi, que Victoria quitte le PNR. Voilà, je ne sais pas si on peut avoir son avis. Victoria, comme tous les autres élus, peuvent jouer un rôle, et j'espère qu'on jouera un rôle beaucoup plus offensif désormais dans le PNR en étant, Isabelle est quand même vice-présidente, elle représente la région. Bon, moi j'ai envie de jouer un rôle aussi, comme je l'ai fait par le passé, et Victoria a eu la gentillesse de me laisser un peu de latitude pour pouvoir faire des propositions aussi. Mais ça, c'est notre volonté à nous. Hein. C'est pas imposé par ni le président. Non, mais c'est pas du tout ce que je pense. Mais pourquoi oui, vous l'avez pas fait l'année dernière à l'élection voilà, enfin... C'était pas le moment. Aujourd'hui, avec tous les projets qui se dessinent, on a vu le travail qui a été fait récemment sur le géoparc. Ça nous donne envie aussi d'aller un peu plus loin et on va aller plus loin. Et on a besoin d'élargir un peu aussi le périmètre, non pas du parc, puisqu'il est déjà en place, mais le périmètre de nos actions. On n'a pas parlé, Isabelle, de la route des Dragonnades, mais je peux vous dire que la route des Dragonnades, c'est un point fort du PNR qui a été mis en place entre, notamment, le point fort, c'est entre Saint-Pierre-Ville et Privas. Il y a une fréquentation qui s'accroît chaque année et qui a évidemment, je ne sais pas si vous avez fait ce trajet, c'est fabuleux. On a toute l'histoire, notamment de la période des dragons, elle s'appelle la route des Dragonnades, c'était la route qui a été faite pour les dragons pour aller débusquer les parpaillots, les protestants qui étaient dans les montagnes. Et donc il y a toute une histoire qui est racontée au fur et à mesure de ce parcours qui est très intéressant. Véronique est en témoigner puisque c'est un point fort culturel également du centre en Mèche. Le sentier vient d'être revalidé d'ailleurs. Il y a Oui. une nouvelle cimetière. Voilà, il y a une nouvelle cimetière. Madame, vous vouliez... Oui, je voulais faire part de mon étonnement. Comme l'a dit Madame Boudali, je suis très étonnée que Mme Priel quitte cette fonction, étant donné qu'elle est quand même adjointe à la transition écologique. Elle est jeune, et moi je trouvais ça intéressant que le pouvoir soit partagé parmi votre groupe d'adjoints, et notamment par une personne qui est en charge de la transition écologique. Donc là-dessus, vraiment, je m'abstiendrai, je ne veux pas vous enfoncer, monsieur le maire, mais je trouvais ça beaucoup plus cohérent que ce soit Mme Priel qui siège dans ce PNR. Mais je trouve ça dommage en fait qu'on concentre comme ça les postes, sachant que voilà, il y a des personnes qui prennent votre relève, monsieur le maire, et qui sont, je pense, tout à fait à même d'être offensifs aussi. Vous essayez quoi là? Non, mais c'est juste que je suis vraiment surprise, donc je vous dis mon point de vue. Voilà. Je vous explique simplement. Voilà. On va remettre la pression sur le PNR pour réaliser des actions plus offensives du côté du PNR. Et Victoria, en tant qu'adjointe à la transition écologique, jouera un rôle obligatoire, puisqu'on va agir aussi prioritairement sur notre commune. Voilà. Juste au niveau technique, pardonnez-moi, donc vous avez encore la possibilité de faire un vote à bulletin secret ou s'il y a unanimité de faire un vote à main levée. À main levée, c'est très bien. Ok. Alors, donc, on va faire un vote à main levée. Y a-t-il des oppositions déjà, puisqu'on va commencer comme ça? Y a-t-il des abstentions? 3 abstentions. Ah oui, pardon, 6. Excusez-moi. Je vous remercie beaucoup. Alors, puisqu'on en a
terminer avec des rapports. Oui. On va. C'est Madame Moiri qui parle de la question du pôle d'échange multimodal. La ville de Privas a lancé en 2019 une étude d'opportunité et de faisabilité préalable à la réalisation d'un pôle d'échange multimodal qui viendrait remplacer l'actuelle gare routière située Cours du Palais. L'amélioration des conditions de mobilité et d'accessibilité du centre-ville constitue en effet un axe stratégique parmi les 5 identifiés au sein du programme Action Cœur de Ville de Privas. Par ailleurs, le développement des mobilités alternatives à la voiture individuelle est un important levier en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en cohérence avec les grandes orientations stratégiques définies par la CAPCA au sein de son plan climat-air-énergie territorial et de son contrat de relance et de transition écologique, tous deux votés en 2021. Ce projet de pôle d'échange multimodal offre donc l'opportunité de requalifier la politique de mobilité sur la ville, en particulier d'améliorer l'offre de transport en commun, les nouvelles formes de mobilité plus durables, ainsi que l'intermodalité. D'après les articles de presse, 3 emplacements sont pressentis pour son implantation. La zone du lac, le Champ de Mars et l'avenue de l'Europe Unie. Qu'en est-il de cette étude? Quand sera-t-elle présentée à l'ensemble des conseillers municipaux? Ok, bon. Alors, c'est un sujet primordial pour la ville, la mobilité, les problématiques de circulation qui ont été abordées au cours de la première phase d'étude, le transport urbain, et on n'a pas le droit à l'erreur dans ce dossier-là. C'est la raison pour laquelle il est un peu actif. Je vais fermer un peu, il y a des turbulences nuisantes diverses. Ouais. Il est un peu actif, il me semble-t-il, de tirer des conclusions. Donc, il faut se donner un peu de temps après cette période de crise, parce qu'on a vu, j'ai insisté la semaine passée à un comité qui s'est déroulé à Course sur le transport public, et il est vrai qu'on a eu des chiffres intéressants qui nous ont été remis par les services de la CAPCA, mais aussi par les services de l'État. Encore une fois, la crise a tout bouleversé. C'est-à-dire qu'on a appris à réfléchir peut-être autrement sur ces sujets de mobilité. Et il y a des modifications déjà qui ont été engagées par la CAPCA récemment, notamment la mise en place de minibus qui n'existaient pas avant pour desservir des lieux qui n'étaient pas desservis, notamment je pense à la résidence du Mont-Toulon, et aussi Perras, et aussi certains secteurs qui n'étaient pas accessibles aux bus de 50 places. Donc déjà, ça a été intéressant d'écouter un peu ce rapport, et ça modifie aussi les cadencements. Ça modifie aussi certains itinéraires, puisque certains itinéraires ont été revus. Il y a des modifications qui ont été apportées, qui vont entrer en fonctionnement prochainement. Et tout ça nous oblige à conclure que la première phase, donc, qui était une phase d'opportunité de cette étude, nous obligeait à faire un choix effectivement entre 3 zones, la zone du lac, la zone de l'Europe Unie ou la zone centre-ville vers le Champ de Mars. Un débat avec les différents partenaires, c'est-à-dire la CAPCA, la direction des territoires, la région, le département, mais aussi les entreprises, autant Keolis que Ginux, qui sont chargés d'assurer ces transports, ont permis de conclure qu'il fallait exclure la zone du lac. Donc on restait sur les 2 zones, Europe Unie et Centre-Ville. Europe Unie, pour des questions aussi techniques et pratiques, pour l'instant, n'a pas été complètement évacuée parce qu'on peut imaginer qu'il y a aussi des arguments, mais il y a de la proximité de population là-bas qui nous paraît un peu difficile
un peu incompatible avec un trafic de bus sous leurs fenêtres. Et on va là-bas sur un détournement important d'itinéraire qui fait que pour y accéder par notamment la descente de l'ancien commissariat, c'est pas simple. Et donc, on a demandé un complément d'études pour le centre-ville, notamment le secteur du Champ de Mars. Alors, ce n'est pas pour autant que ça va aboutir encore, parce que je le répète, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on a un doute, on ne fait pas encore dans ces conditions. Et peut-être on peut chercher et trouver un autre emplacement. On est dans réflexion et partir avec un doute maintenant sur une étude qui ne sera pas peaufinée complètement, ça me paraît désastreux. Donc aujourd'hui, l'étude se poursuit et nous permettra certainement d'avoir d'autres éléments qu'on n'a pas encore complètement aujourd'hui, avec une partie seulement de la place du Champ de Mars qui pourrait être impactée, en bordure de la place du jeu de ballon. Et voilà, on essaie de faire en sorte que ce soit compatible, mais l'étude nous le dira et on n'a pas encore la conclusion. Il faut savoir que 3 parties financent cette étude, la CAPCA, la Banque des Territoires, à travers laquelle il dépôt une consignation, et la commune. Voilà, donc on a la chance d'être aidé dans le financement de cette étude. Il faut faire attention non plus de ne pas dévoyer évidemment l'essentiel de ce qu'on veut, mais on souhaite se donner du temps pour assurer une finalisation de l'étude qui sera évidemment partagée, et on se doit, nous, d'en débattre à un moment donné quand on aura tous les éléments. Mais cette réflexion et cette concertation des élus s'impose à un moment donné parce que, franchement, même si la commission y a réfléchi, tous n'ont pas encore de conviction profonde qu'on a trouvé le bon lieu. Et quand on se lance dans une opération comme ça qui n'est pas pour 2 ou 3 ans, c'est une gare routière, on ne la fait pas pour 2 ou 3 ans, on la fait pour de longues années. C'est pas un truc ordinaire, quoi. Il y a des choses qu'on décide qui peuvent être modifiées facilement. Là, il s'agit d'une infrastructure avec une construction qui va impacter énormément et bouleverser évidemment tout ça. Et dernière chose, c'est qu'il est possible que d'autres itinéraires soient créés, puisque c'est à l'étude encore au sein de la CAPCA, puisqu'il y a des demandes d'autres secteurs, d'autres quartiers de communes de la CAPCA qui souhaiteraient être desservis. Et tout ça se rajoute évidemment au final sur le pôle multimodal. Et donc il ne faut pas non plus, alors actuellement ce qu'on peut appeler une gare routière provisoire fonctionne assez bien, mais parfois vous avez pu constater qu'elle est désaturée et quand il y a 4 bus de chaque côté, ça gêne un peu quand même le fonctionnement à la fois des piétons mais aussi de la circulation. Donc à un moment donné, il faudra bien y voir un peu plus clair dans cette étude. Aujourd'hui, même si effectivement il est nécessaire qu'on élargisse le débat et qu'on en discute à un moment donné, on laisse continuer le travail du cabinet. Voilà. Merci pour ces informations. Effectivement, c'est vraiment un projet structurant qui s'inscrit vraiment dans la transition écologique et qui va changer un peu nos manières de nous déplacer et d'habiter notre bassin de vie. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, il ne faut pas se précipiter parce que les choix qu'on va faire et les investissements qu'on va faire aujourd'hui vont vraiment être pour le long terme. Donc voilà, moi je vous ai lancé une perche parce que c'est quelque chose qu'on me demande assez souvent, où en est cette étude, où en est ce projet de gare, enfin de pôle multimodal. Donc il y a des attentes et j'espère qu'on sera concerté là-dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Donc voilà, je vous attends là-dessus pour plus tard. Est-ce que vous avez une idée du délai, de l'échéance 2022, enfin le rendu de l'étude? Ça serait plutôt 2021 ou 2022? Ça risque d'être, oui, plutôt 2022, hein, je pense. Enfin, on y sera vite, hein, dans 6 mois, on est en 2022. Bon, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on
déplacé. Et simplement pour information, le prochain conseil municipal risque d'être début octobre, puisqu'on a un mois de septembre très chargé aussi en événements. Donc Vincent, c'est à peu près ce qu'on prévoit. Ce sera un conseil municipal pour l'octobre. Oui. Voilà, mi-octobre probablement. D'accord. La date est arrêtée. Très bien. Bon, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. Merci. Et revenez-nous complètement.